J'ai récupéré mon fils chez ma mère après une semaine de visite. Il m'a montré avec excitation un vieil enregistreur vocal qu'il avait trouvé, rempli de ses histoires. Puis, entre ces enregistrements innocents, j'ai entendu la voix de mon père, un homme mort il y a 15 ans, avouer quelque chose qui a détruit tout ce que je croyais savoir sur mon enfance. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une banlieue tranquille de Chicago, la famille Martinez vivait dans une modeste maison à 2 étages au volet bleu. La matinée d'automne était fraîche, et des feuilles dorées dansaient sur la pelouse devant la maison. Dans la cuisine, Sarah Martinez préparait les paniers repas tout en regardant sa fille de 7 ans, Lily, aligner parfaitement ses dinosaures en plastique sur le sol du salon. Le bleu d'abord, puis le vert, puis le rouge, murmurait Lily pour elle-même, la voix douce et concentrée. Elle arrangeait ces mêmes dinosaures dans cet ordre exact chaque matin depuis 2 ans. Sarah sourit, bien qu'un pincement familier lui serra le cœur. L'autisme de Lily signifiait qu'elle trouvait du réconfort dans les schémas, dans la répétition, dans des routines prévisibles. Toute perturbation pouvait entraîner des heures de détresse. « Bonjour, mes amours », retentit la voix de Daniel depuis l'escalier. Le mari de Sarah descendit, vêtu d'un pantalon kaki et d'une chemise boutonnée, son uniforme de professeur. Daniel Martinez était professeur d'histoire au lycée depuis 8 ans, adoré de ses élèves pour ses cours passionnés sur les civilisations anciennes. Daniel embrassa Sarah sur la joue et s'agenouilla à côté de Lily. Il ne la toucha pas, elle n'aimait pas les contacts physiques inattendus mais s'assit près d'elle, la regardant arranger ses dinosaures. « Le Triceratops a l'air con aujourd'hui », dit-il doucement. Lily ne leva pas les yeux, mais ses lèvres s'incurvèrent légèrement. Le Triceratops vivait à la fin du Crétacé, il y a 68 à 66 millions d'années. « C'est exact, ma chérie », répondit Daniel, la voix chaleureuse. Sarah les observait, contemplant la patience infinie de son mari envers leur fille. Daniel n'avait jamais montré de frustration face à la condition de Lily, ne s'était jamais plaint des séances de thérapie spécialisées qui occupaient leur week-end, et n'avait jamais failli à son dévouement. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Daniel rentrait plus tard qu'avant, souvent après 22 heures, alors que l'école se terminait à 15h30. Il disait qu'il y avait des réunions du personnel, des rencontres avec les parents, des séances de tutorat supplémentaires. Son visage portait parfois des marques étranges, un bleu à la mâchoire qu'il avait mis sur le compte d'une porte, une coupure au-dessus du sourcil dû à un choc contre une armoire. Ses mains étaient souvent bandées, ce qu'il justifiait par des accidents pendant le cours de menuiserie qu'il supervisait. Sarah avait été infirmière avant la naissance de Lily, travaillant aux urgences de l'hôpital Northwestern Memorial. Elle savait à quoi ressemblaient les blessures. Celles-ci ne correspondaient pas aux explications de Daniel. Mais chaque fois qu'elle commençait à le questionner, il affichait ce sourire chaleureux et changeait de sujet, s'enquérant des progrès de Lily ou la complimentant sur le dîner. « Je dois partir plus tôt aujourd'hui », dit Daniel en attrapant son sac en cuir usé. « Atelier de développement professionnel. »« Un samedi ?» demanda Sarah. « Nouvelle norme du programme. »« Tu sais ce que c'est ?» Il l'embrassa sur le front. Je serai de retour avant le dîner. La porte d'entrée se referma. Sarah regarda par la fenêtre Daniel monter dans leur vieille Honda Civic. Elle le remarqua grimacer en bougeant, tenant son côté gauche avec précaution. C'est à ce moment-là que le premier véritable doute se cristallisa dans son esprit. Quand avait-elle vu pour la dernière fois un document provenant de l'école de Daniel? Quand l'avait-elle entendu parler de ses élèves, partager des anecdotes amusantes de ses cours ou se plaindre de la correction des copies? « Maman, tu n'es pas à la bonne place », dit Lily, sa voix portant cette pointe d'anxiété qui précédait une crise. « Tu es toujours près du comptoir, pas près de la fenêtre. » Sarah retourna rapidement près du comptoir. « Tu as raison, mon bébé. Je suis désolée. » Mais tandis qu'elle préparait le déjeuner de Lily, son esprit revenait sans cesse à Daniel. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait jusqu'au plus profond de son être. Ce même instinct qui avait fait d'elle une bonne infirmière aux urgences, la capacité de sentir quand quelque chose clochait. Chapitre 2, l'accumulation des questions. Cet après-midi-là, pendant que Lily était à sa séance de thérapie avec Madame Chen, Sarah se retrouva seule à la maison. Assise à la table de la cuisine, elle fixait l'ordinateur portable, ses doigts planant au-dessus du clavier. Elle tapa le nom de l'école de Daniel, Lincoln High School, Chicago. Le site web de l'école se chargea. Sarah cliqua sur « Annuaire du personnel ». Elle parcourut la liste des professeurs, département par département. Département d'histoire, Anderson, Bradley,
Cooper, Davison, Foster. Aucun Martinez. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle actualisa la page. Vérifia de nouveau. Fit défiler plus lentement. Le nom de Daniel n'y était pas. Peut-être qu'ils ne l'ont pas mis à jour, se chuchota-t-elle. Mais le pied de page indiquait « mis à jour en octobre 2025 ». Elle appela le secrétariat de l'école. Une réceptionniste à la voix joyeuse répondit. « Bonjour, j'essaie de joindre Daniel Martinez. Il enseigne l'histoire. » Un instant. Une pause. Le cliquetis d'un clavier. « Je suis désolé, nous n'avons personne de ce nom dans notre corps enseignant. Êtes-vous sûr d'avoir la bonne école ?» Sa bouche devint sèche. « Oui, peut-être que je me trompe. Merci. » Elle raccrocha et fixa son téléphone. Ses mains tremblaient. Depuis des mois, voire des années, Daniel quittait la maison en tenue de professeur, portant un sac de professeur. Elle essaya de se souvenir. Quand était-elle allée à l'école pour la dernière fois? Il y avait eu une soirée parents-professeurs 2 ans auparavant, mais elle avait dû rester à la maison avec Lily, qui était malade. Daniel avait dit qu'il les avait représentés tous les deux. Sarah ouvrit leur compte bancaire commun sur l'ordinateur. De l'argent était déposé régulièrement, toutes les 2 semaines, comme un salaire. Mais le déposant n'était pas Lincoln High School. C'était indiqué « dépôt d'espèces, GAB ». Son salaire d'infirmière professionnelle avait été bon, mais elle avait arrêté de travailler quand Lily avait 3 ans, lorsque le diagnostic d'autisme était tombé et que la thérapie intensive avait commencé. Quelqu'un devait être à la maison pour coordonner les spécialistes, pour maintenir les routines qui assuraient la stabilité de Lily. Le salaire d'enseignant de Daniel, ou ce qu'elle croyait être son salaire d'enseignant, avait suffi à couvrir leurs dépenses de base. Mais la thérapie de Lily était chère. Très chère. L'assurance en couvrait une partie, mais leur contrat avait refusé de prendre en charge la thérapie ABA avancée qui aidait réellement Lily à progresser. Le thérapeute spécialisé coûtait $200 par séance, 4 fois par semaine. Cela représentait $3,200 par mois, non couverts par l'assurance. Sarah avait une fois remis en question cette dépense, s'inquiétant de puiser dans leurs économies. Daniel avait insisté sur le fait qu'il s'en sortirait, que rien n'était plus important que le développement de Lily. Il avait été si confiant, si rassurant. Maintenant, elle réalisait, elle n'avait aucune idée d'où venait cet argent. Le salaire d'enseignant qu'elle pensait qu'ils gagnaient n'aurait jamais suffi à couvrir leur hypothèque, leurs factures, la nourriture et les $3,200 mensuels de frais de thérapie. Sarah ferma l'ordinateur portable et se prit le visage entre les mains. La vie bien rangée qu'elle pensait avoir été bâtie sur des mensonges. Mais pourquoi? Pourquoi Daniel mentirait-il sur son travail? Que faisait-il réellement quand il quittait la maison chaque jour? Chapitre 3, la découverte des preuves. 3 jours passèrent. Sarah ne dit rien à Daniel, mais l'observa attentivement. Chaque soir, à son retour, elle étudiait son visage, ses mouvements, son humeur. Le mardi, il se déplaçait avec raideur, comme s'il avait mal aux côtes. Le mercredi, une nouvelle ecchymose marquait sa pommette gauche. Le jeudi, ses jointures étaient écorchées à vif. Accident de menuiserie, dit-il en montrant ses mains abîmées. Du bois brut. Sarah hocha la tête et ne dit rien. Le vendredi après-midi, pendant que Daniel était à l'école et Lily à sa thérapie, Sarah se rendit dans leur chambre. Elle se sentait comme une criminelle, une intruse dans sa propre maison, mais elle avait besoin de réponses. Elle commença par les tiroirs de la commode. Chaussettes, sous-vêtements, t-shirts, rien d'inhabituel. Le placard contenait ses vêtements soigneusement rangés. Elle vérifia les poches des vestes et ne trouva que de vieux reçus d'essence et de café. Puis elle regarda sous le lit. Il y avait un sac de sport repoussé tout au fond contre le mur, recouvert par une couverture tombée. Sarah le tira et l'ouvrit. À l'intérieur, une odeur la frappa immédiatement, la sueur, le sang et quelque chose d'antiseptique. Elle sortit le contenu, un par un. Un short de sport noir. Un protège-dents dans son étui en plastique. Des bandages pour les mains, tachés de sang séché. Un pot de vaseline. Du ruban adhésif de sport. Et au fond, enveloppé dans une serviette, une enveloppe bourrée d'argent liquide. Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle comptait les billets. $5,000 en billets de 20, 50 et 100. Sous l'argent se trouvait un tract, imprimé à bas prix sur du papier jaune vif. Soirée de combat clandestin. Quartier des entrepôts. Tous les vendredis et samedis. Prix en espèces. Sans règles, sans pitié. Une adresse était indiquée en bas, quelque part dans la zone industrielle au sud de la ville.
Sarah s'assit sur le sol de la chambre, le tract dans ses mains tremblantes, la compréhension la submergeant comme une vague. Daniel n'enseignait pas. Il se battait. Des combats illégaux, clandestins. Toutes ses ecchymoses, ses lèvres fendues, sa façon de bouger prudemment après de longues journées à l'école, tout prenait un sens terrible. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir en bas. La voix de Daniel appela « Sarah ?» Je suis rentrée. Sarah remit rapidement tout dans le sac de sport et le repoussa sous le lit. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se relevait, essayant de composer son visage. « Je suis en haut » répondit-elle, la voix presque stable. « Je plie juste le linge. » Elle entendit ses pas dans l'escalier. Lorsque Daniel apparut dans l'embrasure de la porte, il souriait, mais une nouvelle ecchymose se formait sous son œil droit, encore rouge et fraîche. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. Sarah regarda son mari, cet homme avec qui elle était mariée depuis 10 ans, le père de son enfant, son meilleur ami, et réalisa qu'elle ne le connaissait pas du tout. « Bien, » dit-elle. « Et l'école ?» Comme d'habitude, répondit-il facilement. « J'ai corrigé quelques contrôles, géré quelques problèmes de comportement. » Chaque mot était un mensonge. « Daniel, » dit Sarah lentement, « as-tu des problèmes ?» Son expression vacilla, juste une seconde. « Quoi ? Non. Pourquoi tu demandes ça ? » Ce bleu a l'air sérieux. « Oh, ça ?» Il toucha son visage avec précaution. « J'ai pris un ballon en pleine face en cours de gym. Tu y crois ? Les élèves ont trouvé ça hilarant. » Un autre mensonge. Si fluide, si bien rodé. Sarah ne pouvait plus continuer. Elle ne pouvait plus faire semblant. « J'ai trouvé le sac de sport. » Le sang quitta le visage de Daniel. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. « Sarah, commença-t-il. »« Ce soir, » l'interrompit-elle. « Quoi que tu fasses ce soir, je viens avec toi. »« Non. Absolument pas. Alors dis-moi la vérité. Tout de suite. » Daniel passa ses mains dans ses cheveux, un geste de stress qu'elle reconnaissait. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue. « Je ne peux pas te le dire, » dit-il doucement. « Et tu ne peux pas venir avec moi. C'est trop dangereux. »« Dangereux ?» La voix de Sarah s'éleva. « C'est toi qui es couvert de bleu. C'est toi qui mens à propos de ton travail. Qu'est-ce qui se passe, Daniel ?» Il se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit une peur réelle dans ses yeux. Pas la peur d'elle, mais la peur pour elle. « S'il te plaît, Sarah. Fais-moi confiance. Je fais ça pour notre famille. » « Te faire confiance ?» Sarah sentit les larmes lui brûler les yeux. « Tu me mens depuis combien de temps ? Des mois ? Des années ? 2 ans, admit-il, sa voix à peine un murmure. 2 ans. La même durée pendant laquelle Lily suivait une thérapie coûteuse. « Je viens ce soir, » dit Sarah fermement. « Soit tu m'emmènes, soit je te suis. Mais je vais voir ce que tu fais. » Daniel ferma les yeux. « Si je t'emmène, tu dois me promettre quelque chose. Tu resteras dans la voiture. Quoi que tu vois, tu n'entreras pas. Promets-le-moi. »« Je te le promets, » mentit Sarah. Chapitre 4, le voyage dans les ténèbres. Ce soir-là, ils déposèrent Lily chez la mère de Sarah. Sarah expliqua à sa mère qu'il s'offrait une rare soirée en amoureux, s'efforçant de garder une voix légère et normale. Sa mère, ravie d'avoir sa petite fille pour la soirée, ne remarqua pas l'attention de Sarah. Alors qu'ils traversaient les rues de Chicago, en direction du sud vers le quartier industriel, Daniel jetait des regards furtifs à Sarah. Sa mâchoire était crispée, ses mains agrippant le volant. « Ça a commencé après que l'assurance a refusé de couvrir la thérapie de Lily, » dit-il finalement, brisant le lourd silence. « Tu te souviens ? Ils ont dit que la thérapie ABA était expérimentale, pas médicalement nécessaire. » Sarah s'en souvenait. Elle avait passé des heures au téléphone avec les représentants de l'assurance, pleurant, argumentant, suppliant. Ils avaient été inflexibles. « Nous avions besoin de cette thérapie pour Lily, » continua Daniel. Madame Chen obtenait de vrais résultats. Lily s'améliorait, établissait un contact visuel, commençait à faire des phrases complètes. Je ne pouvais pas la laisser arrêter. Alors tu as commencé à te battre ? Le mot semblait surréaliste. Un type que je connaissais de la salle de sport en a parlé. Des combats clandestins. Des prix en espèces. Aucune question posée. La voix de Daniel était plate, sans émotion. J'ai pensé le faire une fois. Juste assez pour couvrir un mois de thérapie. Mais un mois est devenu 2, puis 6, puis 2 ans. Tu aurais pu me le dire, dit Sarah, même si, en le disant,
elle savait que ce n'était pas si simple. Tu m'aurais arrêté. Tu suis les règles, Sarah. Tu l'as toujours fait. C'est une des choses que j'aime chez toi. Mais il n'y a pas d'option légale quand l'assurance refuse la couverture et que tu ne peux pas te permettre 50 000 $ par an de frais de thérapie avec un salaire d'enseignant ou dans mon cas, avec le chômage. Tu as perdu ton travail? Coupe budgétaire. Il y a 2 ans. Le même mois que le refus de l'assurance. Il rit amèrement. Un timing parfait. La voiture tourna dans une zone industrielle. Des entrepôts vides bordaient les rues, les lampadaires étaient cassés ou absents. Des ombres s'accumulaient dans les embrasures de portes. Ce n'était pas un endroit où l'on devrait se trouver après la tombée de la nuit. Daniel se gara sur un parking derrière un grand entrepôt anonyme. D'autres voitures s'y trouvaient déjà, de belles voitures, chères, mêlées à des camionnettes défoncées et des motos. « Reste ici », dit Daniel. « Verrouille les portes. Si quelque chose te semble anormal, pars et appelle la police. Ne t'inquiète pas pour moi. » Il sortit avant que Sarah ne puisse répondre. Elle le regarda se diriger vers une porte métallique à l'arrière de l'entrepôt, le sac de sport en bandoulière. Quelqu'un ouvrit la porte, un homme imposant en t-shirt noir. Ils échangèrent quelques mots. Daniel lui tendit de l'argent, un droit d'entrée, et disparut à l'intérieur. Sarah resta assise dans la voiture verrouillée pendant exactement 3 minutes. Puis elle sortit. Chapitre 5, dans la cage. La porte métallique n'était pas verrouillée. Sarah l'ouvrit et se glissa à l'intérieur, le cœur battant. Un couloir étroit menait droit devant, les murs en béton nu. Elle pouvait entendre des bruits résonner plus loin, des cris, des acclamations, le bruit sourd des impacts. La musique martelait, les basses si puissantes qu'elle les sentait dans sa poitrine. Sarah suivit le couloir jusqu'à ce qu'il débouche sur un vaste espace d'entrepôt. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Au centre de la pièce se trouvait une cage en grillage d'environ 6 mètres de côté. Des lumières vives l'illuminaient comme une scène. À l'intérieur, 2 hommes se battaient vraiment, à coups de poing, de pieds et de sang. Le visage d'un homme était déjà enflé, du sang coulant de son nez. L'autre tournait autour de lui comme un prédateur. Autour de la cage, une foule d'au moins 100 personnes se pressait contre le grillage, hurlant des encouragements ou des insultes. L'argent changeait de main constamment au gré des paris. L'air sentait la sueur, la bière et la violence. Sarah se sentit mal. Elle balaya la foule du regard, cherchant Daniel. D'abord, elle ne le vit pas, puis elle l'aperçut près de la cage, en train de bander ses mains. Il avait enfilé le short noir du sac de sport. Son torse était nu, et Sarah pouvait voir toute l'étendue des dégâts. Des ecchymoses à différents stades de guérison couvraient ses côtes, son dos, ses épaules. Des cicatrices traversaient son sourcil et sa pommette. Ce n'était pas son premier combat. Ce n'était même pas son 20e. Un homme en blouson de cuir se tenait à côté de Daniel, lui parlant à l'oreille. Daniel hocha la tête, le visage figé dans une expression que Sarah n'avait jamais vue auparavant, froide, concentrée, vide de la chaleur qui le définissait habituellement. Le combat dans la cage se termina avec un homme au sol, immobile. Du personnel médical, si on pouvait les appeler ainsi, se précipita pour le traîner dehors. La foule rugit. Prochain combat, tonna une voix dans le haut-parleur. Daniel le prof Martinez contre Kozlov le marteau. La foule acclama. Le sang de Sarah se glaça. Daniel entra dans la cage par une petite porte. De l'autre côté, un autre combattant entra, un homme massif, facilement 15 cm plus grand que Daniel et 20 kg plus lourd. Ses bras étaient couverts de tatouages, son visage un masque de cicatrices. Sarah voulait crier, courir, arrêter ça. Mais ses pieds étaient cloués au sol. Une cloche sonna. Les 2 hommes se tournèrent autour. Kozlov frappa le premier, un coup puissant que Daniel esquiva de justesse. Daniel contra avec des jabs rapides, pour tester son adversaire. La foule se pressa plus près, hurlant. Sarah ne pouvait pas regarder. Mais elle ne pouvait pas non plus détourner les yeux. Le combat était brutal. Daniel était plus rapide, mais Kozlov était plus fort. Chaque fois qu'un de ses poings massifs le touchait, Sarah tressaillait. La lèvre de Daniel se fendit. Le sang gicla. Mais il continuait à se battre, à bouger, utilisant la technique contre la force brute. Puis Daniel la vit. Leurs regards se croisèrent à travers le grillage. Sa concentration se brisa une fraction de seconde, le choc traversant son visage. C'était tout ce dont Kozlov avait besoin. Son poing atteignit Daniel à la mâchoire, un uppercut dévastateur. La tête de Daniel partit en arrière. Il tituba,
tomba sur un genou. « Relève-toi » cria Sarah avant de pouvoir se retenir. Daniel secoua la tête, essayant de retrouver ses esprits. Kozlov s'avança pour l'achever. Mais Daniel était un professeur, patient, observateur, stratège. Il avait étudié son adversaire. Alors que Kozlov se jetait en avant, trop confiant, Daniel pivota et asséna un coup de pied précis au genou de l'homme plus grand. Quelque chose craqua. Kozlov rugit de douleur, s'effondrant. Daniel n'hésita pas. 3 coups de poing rapides à la tête, et Kozlov s'écroula. L'arbitre, un homme en maillot rayé qui semblait absurdement officiel dans cet espace illégal, compta. 5, 6, 7. Kozlov ne se releva pas. Vainqueur, Martinez. La réaction de la foule fut mitigée, des acclamations de ceux qui avaient parié sur Daniel, des jurons de ceux qui avaient perdu. L'argent changea de main frénétiquement. Sarah se fraya un chemin à travers la foule vers la cage. Daniel en sortait, acceptant de l'argent de l'homme au blouson de cuir, plusieurs liasses de billets qui disparurent dans son sac de sport. Daniel, appela Sarah. Il se retourna, la vit de nouveau, et son visage se crispa d'émotion. Il se fraya un chemin vers elle, lui attrapa le bras doucement, toujours doucement, même maintenant, et la tira vers la sortie. « Tu avais promis de rester dans la voiture », dit-il alors qu'il débouchait dans l'air nocturne. « Tu avais promis d'être honnête », rétorqua-t-elle. Ils se tenaient sur le parking, tous deux essoufflés, tous deux meurtris de différentes manières. « Combien tu gagnes en faisant ça ?» demanda Sarah. « 5 000 par combat si je gagne. Je combats 2 fois par semaine, habituellement. » Sarah fit le calcul. « Ça fait 40 000 par mois. » Daniel, c'est assez pour payer la thérapie de Lily, notre hypothèque, tout. Assez pour mettre de côté pour son avenir. Il essuya le sang de sa lèvre. « Je suis bon à ça, Sarah. Je n'ai perdu que 3 fois en 2 ans. Je suis prudent. J'étudie mes adversaires. Je ne prends pas de risques inutiles. Tu te fais tabasser pour de l'argent. Je me bats pour notre fille. » Sa voix se brisa. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Laisser Lily perdre la seule thérapie qui l'aide? La regarder se débattre parce que les compagnies d'assurance se soucient plus des profits que de l'avenir d'une petite fille? Sarah sentit les larmes couler sur son visage. On aurait pu trouver une solution ensemble. Il n'y avait rien à trouver. J'ai examiné toutes les options. C'était la seule solution. C'est illégal. C'est dangereux. Si tu te fais prendre? Si je me fais prendre, ce sera ma faute. Pas la tienne. Tu ne savais rien. La voix de Daniel était ferme. C'est pour ça que je ne te l'ai jamais dit. Pour que tu puisses dire en toute honnêteté que tu n'en avais aucune idée. Derrière eux, la porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement. L'homme au blouson de cuir sortit en courant, suivi de plusieurs autres. Leur visage était paniqué. Descends de police. Tout le monde dehors. Maintenant. Le parking sombra dans le chaos. Les gens couraient vers leur voiture. Les moteurs vrombirent. Daniel attrapa la main de Sarah. Cours. Ils sprintèrent vers leur Honda, mais il était trop tard. Des voitures de police, gyrophares allumés mais sirènes silencieuses, bloquaient la sortie. Des officiers en tenue tactique sortirent des véhicules, armes au poing. Tout le monde à terre. Les mains visibles. Ne bougez pas. Sarah et Daniel se figèrent. Lentement, ils s'agenouillèrent, les mains en l'air. Sarah regarda le visage tuméfié de son mari, le sang qui coulait encore de sa lèvre fendue, la peur et la résignation dans ses yeux. Et elle pensa à Lily, arrangeant ses dinosaures à la maison, ignorant que son monde était sur le point de voler en éclats. Chapitre 6, l'arrestation. Le métal froid des menottes se referma sur les poignets de Daniel. Sarah regardait, impuissante, les officiers relever son mari. Daniel Martinez, vous êtes en état d'arrestation pour participation à des jeux d'argent illégaux et pour voie de fait, déclara l'officier d'un ton mécanique. Vous avez le droit de garder le silence? Les mots déferlèrent sur Sarah comme une vague. Elle était assise à l'arrière d'une voiture de police, pas arrêtée, juste retenue pour interrogatoire, regardant par la fenêtre pendant que Daniel était pris en charge. Une ambulance était arrivée, soignant les combattants trop blessés pour être immédiatement placés en garde à vue. Daniel avait refusé les soins médicaux, ses yeux cherchant constamment Sarah à travers le chaos. Un autre officier s'approcha de sa fenêtre. Une femme, probablement dans la quarantaine, avec des yeux bienveillants qui en avaient trop vu. « Madame Martinez ? Je suis l'inspectrice Lisa Rodriguez. Je dois vous poser quelques questions. »
Au cours de l'heure suivante, dans une petite salle d'interrogatoire au poste de police, Sarah dit la vérité. Elle n'avait découvert les activités de son mari que ce soir-là. Elle l'avait suivi contre sa volonté. Elle n'avait aucune implication dans le réseau de combats illégaux. Votre mari fait ça depuis 2 ans, dit l'inspectrice Rodriguez, sans méchanceté. Vous ne vous êtes jamais douté de rien? Sarah pensa à tous les signes qu'elle avait ignorés, rationalisés, expliqués. Je lui faisais confiance. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça? Sarah expliqua la situation de Lily, le diagnostic d'autisme, le refus de l'assurance, les coûts de la thérapie. Tandis qu'elle parlait, elle vit l'expression de l'inspectrice changer légèrement, non pas de l'approbation, mais de la compréhension. L'enfant de ma sœur est autiste, dit Rodriguez à voix basse. L'assurance a refusé aussi. J'ai vu ce que coûte cette thérapie. Elle marqua une pause. Ça n'excuse pas ce que votre mari a fait. Mais je comprends pourquoi il l'a fait. Sarah fut libérée à 2 heures du matin. Daniel était maintenu en détention, et Sarah n'avait pas les moyens de payer la caution. Elle rentra seule à la maison, l'esprit engourdi. Sa mère dormait sur le canapé, Lily dormant paisiblement dans la chambre d'amis. Sarah remercia sa mère, donna une explication vague sur le fait que Daniel travaillait tard, et ferma la porte avec soulagement après son départ. Elle se tenait dans la maison silencieuse, regardant les photos sur les murs. Daniel et Sarah le jour de leur mariage, si jeune et plein d'espoir. Daniel tenant Lily nouveau-née à l'hôpital. Le premier jour de maternelle de Lily, Daniel agenouillé à côté d'elle, tous deux souriants. Une famille construite sur l'amour, maintenant écrasée sous le poids de choix impossibles. Chapitre 7, les conséquences. Le lendemain matin, Sarah appela l'avocat dont l'inspectrice Rodriguez lui avait donné le numéro. James Kim était spécialisé dans ce genre d'affaires, des gens qui avaient enfreint la loi par désespoir plutôt que par malveillance. La bonne nouvelle, dit Kim au téléphone, c'est que Daniel n'a pas de casier judiciaire. Il n'organisait pas les combats, il y participait seulement. Le procureur pourrait être disposé à négocier un accord. Quel genre d'accord? Une mise à l'épreuve au lieu d'une peine de prison. Des travaux d'intérêt général. Des amendes. Mais il y aura d'abord un procès, et ce ne sera pas facile. Les médias adorent ce genre d'histoire, des réseaux de combats clandestins. Ce sera public. Sarah ferma les yeux. Combien cela va-t-il coûter? Mes honoraires de provision sont de 5 000. Les frais du procès pourraient s'élever à 20 ou 30 000 de plus. De l'argent provenant des combats illégaux de Daniel. L'ironie n'échappa pas à Sarah. Elle rendit visite à Daniel en prison cet après-midi-là. Il était assis de l'autre côté de la vitre en plexiglas, vêtu d'une combinaison orange, paraissant plus frêle qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je suis désolé », furent ses premiers mots. « Je sais. Comment va Lily ? Elle sait que tu as dû partir pour le travail. Elle demande après toi. » La douleur traversa le visage de Daniel. « Dis-lui que je l'aime. Dis-le-lui tous les jours. » L'avocat dit qu'on pourrait éviter la prison. Mise à l'épreuve, travaux d'intérêt général. Sarah pressa sa main contre la vitre. Mais ça va coûter cher. Et ce sera public. Tout le monde saura. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. Je ne me soucie que de toi et de Lily. Daniel, l'argent que tu as gagné en te battant, nous devons tout rendre. Tout. C'est une preuve, et ensuite il y aura la restitution. La compréhension se lut dans ses yeux. La thérapie de Lily. On trouvera une solution, dit Sarah, essayant de paraître confiante. Mais elle n'avait aucune idée de comment. Chapitre 8, le procès. Le procès eut lieu 3 mois plus tard. Pendant ce temps, la vie soigneusement construite de Sarah s'effrita davantage. L'histoire fit la une des journaux locaux, un professeur de lycée arrêté dans un réseau de combats clandestins. Sauf que Daniel n'était plus professeur depuis 2 ans, mais le titre était plus dramatique ainsi. Des journalistes campèrent devant leur maison. Les parents de l'école de Lily chuchotaient sur le parking à la sortie des classes. La mère de Sarah cessa de parler à Daniel, le qualifiant d'irresponsable et de criminel. Mais autre chose se produisit également. Des lettres commencèrent à arriver. D'abord quelques-unes, puis des dizaines. J'ai perdu mon emploi et je ne pouvais pas payer l'insuline de ma fille. Je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. L'assurance a refusé le traitement contre le cancer de mon fils. J'aurais fait la même chose. Le système a laissé tomber votre famille. Vous avez fait ce que n'importe quel père aurait fait. Tout le monde n'était pas solidaire.
Il y avait aussi des messages haineux, des gens qui pensaient que Daniel était un criminel qui méritait la prison, qu'il avait mis sa famille en danger par orgueil, qu'il aurait dû travailler plus dur ou demander de l'aide. Mais les messages de soutien étaient 3 fois plus nombreux que les messages haineux. Dans la salle d'audience, Sarah était assise au premier rang, tenant la main de Lily. La petite fille ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais elle savait que papa avait des ennuis. Le procureur fut efficace et froid, exposant les faits. Daniel avait participé à au moins 200 combats illégaux en 2 ans. Il avait gagné environ 800 000 $, de l'argent qui avait financé des jeux d'argent illégaux et la violence. Il avait sciemment enfreint la loi, de manière répétée et délibérée. Puis James Kim se leva pour présenter la défense de Daniel. Il appela des témoins, Madame Chen, la thérapeute de Lily, qui témoigna des améliorations spectaculaires de l'état de Lily au cours des 2 dernières années. Un expert financier qui montra qu'aucun moyen légal n'aurait pu couvrir à la fois leurs frais de subsistance et les coûts de la thérapie. Un ancien collègue de Lincoln High qui témoigna des coupes budgétaires qui avaient éliminé le poste de Daniel. Finalement, Daniel témoigna à la barre. « Je savais que ce que je faisais était mal, dit-il, la voix claire et ferme. Je ne plaide ni l'ignorance ni l'innocence. J'ai enfreint la loi. » Il regarda le jury. « Mais ma fille avait besoin d'aide. L'assurance l'a refusé. Le système scolaire ne pouvait pas fournir un soutien adéquat. Et j'étais au chômage sans perspective. J'ai examiné les options légales, prêts, financement participatif, programme d'aide. Rien ne s'approchait des coûts à couvrir. « Alors vous avez décidé de vous battre ?» demanda le procureur. « J'ai décidé de sauver ma fille », corrigea Daniel. « Je referai le même choix. » Le procureur sourit froidement. « Même en connaissant les conséquences ?» Daniel regarda Sarah et Lily. « Surtout en connaissant les conséquences. Ma fille peut maintenant faire des phrases complètes. Elle peut établir un contact visuel. Elle peut me dire qu'elle m'aime. Cela vaut n'importe quel prix que je dois payer. » Le jury délibéra pendant 2 jours. À leur retour, la présidente du jury se leva. Pour l'accusation de participation à des jeux d'argent illégaux, coupable. Pour l'accusation de voie de fait dans la commission d'un crime, coupable avec une recommandation de clémence. La juge, une femme d'une 60aine d'années aux yeux perçants, regarda Daniel. « Monsieur Martinez, vous avez commis des crimes graves. Vos actions, bien que motivées par l'amour, ont néanmoins violé la loi et contribué à une activité illégale. » Elle marqua une pause. « Cependant, j'ai examiné votre dossier de manière approfondie, y compris les centaines de lettres soumises en votre faveur. J'ai vu les documents relatifs aux besoins médicaux de votre fille et le refus de couverture de la compagnie d'assurance. » Sarah retint son souffle. « Vous êtes condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, assorti de 5 ans de mise à l'épreuve. Vous effectuerez 1000 heures de travaux d'intérêt général. Vous rembourserez tous les fonds obtenus illégalement. Et il vous est interdit d'entrer en contact avec des membres connus du réseau de combat. Peine avec sursis. Daniel n'irait pas en prison. » Sarah sentit les larmes couler sur son visage. À côté d'elle, Lily leva les yeux, confuse par les larmes de sa mère. « Des larmes de joie, mon bébé, » murmura Sarah. Papa rentre à la maison. Mais alors que le soulagement l'envahissait, la réalité s'imposa. Tout l'argent disparut. La thérapie de Lily de nouveau inabordable. Ils étaient revenus au point de départ, sauf que maintenant Daniel avait un casier judiciaire et qu'il devait des frais de justice. Ils avaient gagné la bataille, mais ils perdaient la guerre. Chapitre 9, le calcul impossible. Ce soir-là, Sarah était assise à la table de la cuisine, leurs factures étalées devant elle. Daniel était enfin à la maison, à l'étage, en train de lire une histoire à Lily, sa voix douce et patiente comme toujours. Sarah additionna de nouveau les chiffres, espérant qu'ils changeraient d'une manière ou d'une autre. Revenu mensuel, Sarah reprenant son travail d'infirmière, 4200 $. Hypothèque, 1800 $. Charge, 300 $. Nourriture, 500 $. Mensualité de la voiture, 350 $. Assurance, 200 $. Frais de justice, plan de paiement, 800 $. Total des dépenses avant la thérapie, 3950 $. Reste pour la thérapie de Lily, 250 $. Coût mensuel de la thérapie de Lily, 3200 $. Manque, 2950 $. Impossible. Même avec le retour au travail de Sarah, il leur manquait 2950 $ chaque mois. Elle pouvait faire des heures supplémentaires, mais elle devait être à la maison pour Lily le soir.
Danielle pouvait essayer de trouver du travail, mais avec un casier judiciaire, les opportunités étaient limitées. Elle ouvrit son ordinateur portable et fixa l'écran. Il y avait une option qu'elle n'avait pas essayée. Le financement participatif. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Pouvait-elle vraiment exposer les difficultés de leur famille au monde entier? Demander de l'argent à des inconnus? Mais quel choix avait-il? Sarah commença à taper. Se battre pour ma fille, l'amour d'un père et l'appel d'une mère. Elle écrivit leur histoire, toute l'histoire. Le diagnostic de Lily. Le refus de l'assurance. La perte d'emploi de Danielle. Les combats clandestins. L'arrestation et le procès. Le choix impossible entre respecter la loi et sauver leur enfant. Elle téléchargea des photos. Lily avant la thérapie, silencieuse et inaccessible. Lily maintenant, souriante et parlant. Danielle dans la salle d'audience. Les factures médicales. Les factures de thérapie. La lettre de la compagnie d'assurance refusant la couverture. À la fin, elle écrivit. Nous avons fait des erreurs. Mon mari a enfreint la loi, et nous en acceptons les conséquences. Mais les besoins médicaux de notre fille n'ont pas changé. Nous demandons de l'aide non pas pour excuser ce qui a été fait, mais pour donner un avenir à Lily. Chaque don compte. Si vous ne pouvez pas donner, s'il vous plaît, partagez notre histoire. Merci de nous avoir lus, et merci pour votre compassion. Son doigt plana au-dessus du bouton « Publier ». Tu es sûr de vouloir faire ça? La voix de Danielle venait de derrière elle. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, ayant fini de lire à Lily. Nous n'avons pas le choix, dit Sarah. Les gens nous jugeront. Nous traiterons de criminels, diront que nous ne méritons pas d'aide. Je sais. Mais il y aura peut-être des gens qui comprendront. Qui ont eux-mêmes été dans des situations impossibles. Danielle s'approcha et posa sa main sur son épaule. Alors fais-le. Nous avons déjà tout perdu. Il ne nous reste plus que notre fierté à perdre. Sarah cliqua sur « Publier ». Chapitre 10, la réaction. Le premier jour, 47 vues, 3 dons pour un total de $85. Sarah sentit son cœur se serrer. Le deuxième jour, 234 vues, 12 dons pour un total de $650. Mieux, mais loin d'être suffisant. Le troisième jour, 1847 vues, 43 dons pour un total de $3200. Sarah fixa l'écran, incrédule. Le quatrième jour, leur histoire fut partagée sur un forum de parents. Puis un blog sur la réforme de l'assurance maladie la reprit. Puis une chaîne de télévision locale fit un reportage de suivi. À la fin de la semaine, 45 000 vues, 892 dons pour un total de $47 300. Sarah n'arrivait plus à respirer. Des inconnus, des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés, leur donnaient de l'argent. Des dizaines de milliers de dollars provenant de centaines de personnes qui comprenaient, qui avaient fait face à leur propre choix impossible, qui croyaient que Lily méritait une chance. Les commentaires étaient mitigés. Certains étaient durs. Pourquoi devrions-nous payer pour les erreurs d'un criminel? Il aurait dû demander de l'aide avant d'enfreindre la loi. C'est à ça que servent les aides sociales. Mais beaucoup d'autres étaient encourageants. J'ai dû choisir entre mes médicaments et la nourriture. Je comprends les choix impossibles. Les compagnies d'assurance sont les vrais criminels ici. Cette petite fille mérite de l'aide. Les erreurs des parents ne changent rien à cela. J'ai donné ce que je pouvais. Aucun enfant ne devrait souffrir parce que le système a échoué. Un neurologue pédiatrique de Seattle les contacta, proposant de consulter le cas de Lily à titre gracieux. Un centre de thérapie à Chicago offrit des tarifs réduits. Un avocat spécialisé dans les litiges d'assurance proposa de faire appel. 2 semaines après le lancement de la campagne, ils avaient récolté $73 000. Assez pour près de 2 ans de thérapie, avec une marge de manœuvre. Sarah et Danielle s'assirent ensemble sur le canapé tard un soir, lisant les messages. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Danielle, la voix chargée d'émotion. « Les gens s'en soucient vraiment. » « Bien sûr qu'ils s'en soucient, » répondit Sarah. « La plupart des gens comprennent que la vie n'est pas toute noire ou toute blanche. Que des gens bien font parfois de mauvaises choses pour de bonnes raisons. Je regrette toujours de t'avoir menti, dit Danielle. Je regrette les combats, la violence, le risque. Mais je ne regrette pas d'avoir essayé de sauver notre fille. Je sais. Sarah posa sa tête sur son épaule. Et nous allons reconstruire à partir de là. Honnêtement cette fois. Plus de secrets. Plus de secrets, acquiesça-t-il. Chapitre 11, les travaux d'intérêt général.
Daniel commença ses travaux d'intérêt général le mois suivant, 1000 heures à effectuer sur 5 ans. Il fut affecté à un centre pour jeunes dans un quartier défavorisé, aidant les adolescents avec leurs devoirs et leurs compétences de vie. Au début, la directrice du centre était méfiante. Un homme avec un casier judiciaire, condamné pour combats illégaux, travaillant avec des jeunes à risque, mais elle lui donna une chance. Daniel découvrit qu'il était toujours un enseignant dans l'âme. Les jeunes l'appréciaient, sa patience, sa capacité à expliquer des concepts difficiles, son intérêt sincère pour leur vie. « Monsieur M ne nous juge jamais », dit une jeune de 15 ans à Sarah lors d'une de ses visites. Il sait que les gens font des erreurs. Daniel lança un club d'histoire, enseignant avec la même passion pour les civilisations anciennes qu'il avait rendu si populaire à Lincoln High. Il créa un programme d'aide aux devoirs. Il lança même, avec la bénédiction de la directrice, un atelier de résolution de conflits, enseignant aux jeunes comment gérer la colère sans violence, des leçons qu'il avait apprises à la dure. 6 mois après le début de ses travaux d'intérêt général, la directrice du centre convoqua Daniel dans son bureau. « Nous voulons vous embaucher », dit-elle. « À temps partiel, une fois vos heures de travaux terminées. Nous ne pouvons pas payer beaucoup, mais les jeunes ont besoin de quelqu'un comme vous. » Daniel accepta immédiatement. Chapitre 12, la bataille contre l'assurance. Pendant ce temps, l'avocat qui s'était porté volontaire pour les aider avec leur appel auprès de l'assurance fit des progrès. Il découvrit que la compagnie d'assurance de Lily avait refusé la couverture de la thérapie ABA de manière systématique, la qualifiant des « expérimentales » malgré des décennies de recherche prouvant son efficacité pour l'autisme. C'était un recours collectif en puissance. En quelques mois, des dizaines de familles se joignirent à l'affaire. La compagnie d'assurance, confrontée à une exposition juridique massive et à une mauvaise publicité, accepta un accord à l'amiable. Elle accepta de couvrir la thérapie ABA pour tous les assurés ayant des enfants autistes, avec effet rétroactif sur les 3 dernières années. Pour la famille Martinez, cela signifiait un chèque de 115 200 $, le remboursement des frais de thérapie qui auraient dû être couverts depuis le début. Sarah fixa le chèque, riant et pleurant en même temps. « C'est pour ça que Daniel se battait », dit-elle à l'avocat. Si la compagnie d'assurance avait simplement approuvé la couverture dès le départ. « Ils ont parié que les familles ne se défendraient pas », répondit l'avocat. « L'affaire de votre mari a attiré l'attention sur leurs pratiques. Vous avez aidé à changer le système. » Chapitre 13, les progrès de Lily. 2 ans après le procès, Lily fêta ses 9 ans. Elle suivait une thérapie constante depuis 4 ans, financée d'abord par des combats illégaux, puis par un financement participatif, et enfin par la couverture d'assurance. Le changement était remarquable. Lily était toujours autiste, ce n'était pas quelque chose à guérir, mais à accompagner, mais elle avait développé des stratégies d'adaptation, des compétences de communication et de la confiance en elle. Elle avait des amis à l'école. Elle participait en classe. Elle pouvait gérer les changements de routine sans faire de crise. Lors de sa fête d'anniversaire, Lily se tint devant ses camarades de classe et leurs parents. « Je veux remercier tout le monde d'être venu, » dit-elle, la voix claire et assurée. « Surtout ma maman et mon papa, qui ont travaillé très dur pour m'aider. » Sarah regarda sa fille, cette petite fille brillante, éloquente et incroyable, et ressentit une gratitude immense. Non pas pour les souffrances qu'ils avaient endurées, mais pour les avoir traversées ensemble. Daniel lui serra la main. Ses jointures portaient encore de légères cicatrices des combats, des rappels des choix qu'ils avaient faits. Mais ses yeux étaient clairs, libérés des secrets. Chapitre 14, le documentaire. 1 an plus tard, une réalisatrice de documentaire les contacta. Elle voulait raconter leur histoire dans le cadre d'un film plus large sur l'accès aux soins de santé en Amérique. Sarah et Daniel en discutèrent attentivement. Voulaient-ils revivre la pire période de leur vie devant une caméra? Voulaient-ils que l'histoire de Lily soit rendue publique de manière si permanente? Mais ils réalisèrent que leur histoire pouvait aider les autres. Pouvait montrer aux familles confrontées à des choix impossibles qu'elles n'étaient pas seules. Pouvait mettre la pression sur les compagnies d'assurance et les législateurs pour réparer un système défaillant. Ils acceptèrent de participer. Le documentaire, intitulé « Fighting for Coverage », se battre pour être couvert, fut présenté en avant-première au Festival du film de Tribeca. Il suivait 3 familles. Les Martinez, une mère célibataire qui avait fait faillite en payant le traitement de la leucémie de son fils, et un ancien combattant qui avait perdu ses jambes parce que l'assurance avait refusé de couvrir des prothèses adéquates. Le film remporta le prix du public et fut acheté par un service de streaming. Soudain, des millions de personnes virent leur histoire.
La réaction fut écrasante. Des lettres affluèrent de familles confrontées à des difficultés similaires. Des législateurs commencèrent à proposer des projets de loi sur la réforme de l'assurance. Les programmes d'annulation de la dette médicale se développèrent. Sarah et Daniel devinrent des porte-parole malgré eux, intervenant lors d'événements sur l'accès aux soins de santé et les défaillances du système. Ils insistaient toujours, nous ne cautionnons pas le non-respect de la loi. Mais nous comprenons comment le désespoir peut pousser des gens bien à faire des choix terribles. La solution n'est pas de punir les désespérés, mais de réparer le système qui crée le désespoir en premier lieu. Chapitre 15, le nouveau normal. 5 ans après le procès, la période de mise à l'épreuve de Daniel prit fin. Son casier judiciaire ne serait jamais effacé, mais il avait reconstruit sa vie malgré cette contrainte. Il travaillait désormais à plein temps au centre pour jeunes, promu directeur de programme. Il avait aidé des dizaines de jeunes à obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires, à aller à l'université, à éviter la rue. Les adolescents l'appelaient « Monsieur M » avec une affection et un respect sincère. Sarah avait repris son travail d'infirmière, travaillant dans le service de pédiatrie du Northwestern Memorial. Elle s'était spécialisée dans l'aide aux familles pour naviguer dans les méandres de la couverture d'assurance et des options de traitement, utilisant son expertise durement acquise pour guider les autres à travers le système qui les avait laissés tomber. Lily, maintenant âgée de 12 ans, s'épanouissait en 5e. Elle s'était découvert une passion pour la paléontologie, ces dinosaures de son enfance avaient déclenché un véritable intérêt. Elle parlait d'étudier les fossiles à l'université, de devenir peut-être chercheuse. Un soir, ils étaient tous les trois assis dans leur jardin, regardant le coucher du soleil. Lily lisait un livre sur le Crétacé. Daniel corrigeait des copies de son atelier de résolution de conflits. Sarah examinait des documents d'assurance pour la famille d'un patient. « Maman ?» Lily leva les yeux de son livre. « Je peux te poser une question ?»« Toujours » répondit Sarah. « Tu sais, dans mon cours d'éducation civique, on apprend à faire les bons choix. » Le visage de Lily était sérieux. « Ma prof a dit que parfois les adultes font aussi de mauvais choix. C'est à propos de papa ?» Sarah et Daniel échangèrent un regard. Ils avaient toujours été honnêtes avec Lily, de manière adaptée à son âge, sur ce qui s'était passé. « Oui, » dit Daniel. « J'ai fait de mauvais choix. J'ai enfreint la loi parce que je voulais t'aider, mais il y avait de meilleures façons que j'aurais dû essayer avant. » « Mais je suis contente que tu m'aies aidé, » dit Lily. « J'aime pouvoir parler aux gens. J'aime avoir des amis. J'aime ne plus avoir si peur tout le temps. »« Nous aussi, nous sommes contents, » dit Sarah. « Mais nous aurions aimé trouver un moyen légal de t'obtenir cette aide. » Lily y réfléchit un instant. « Ma prof dit que tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'en tirer des leçons et de faire mieux la fois suivante. »« Ta prof est très sage, » sourit Daniel. « Et c'est exactement ce que nous avons essayé de faire. »« D'accord. » Lily retourna à son livre, la conversation apparemment résolue à sa manière directe. Sarah regarda son mari, cet homme qui lui avait menti pendant 2 ans, qui s'était mis en danger à plusieurs reprises, qui avait enfreint la loi et en avait payé le prix. Elle ne cautionnait pas ce qu'il avait fait. Mais elle comprenait pourquoi il l'avait fait. Et plus important encore, ils y avaient survécu. Ensemble. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, Daniel et Sarah s'assirent sur le sol de leur chambre, regardant les albums photos qu'ils organisaient. « Regrettes-tu parfois que les choses aient été différentes ?» demanda Sarah. « Que l'assurance ait approuvé la couverture dès le début, que tu aies gardé ton poste d'enseignant, que nous n'ayons jamais traversé tout ça ?» Daniel réfléchit attentivement à la question. « Je regrette d'avoir eu à me battre. Je regrette de t'avoir menti. Je regrette d'avoir porté cette culpabilité et cette peur pendant 2 ans. » Il marqua une pause, regardant une photo de Lily à sa récente fête d'anniversaire, entourée d'amis, riant sincèrement. « Mais je ne regrette pas le résultat. Lily a reçu l'aide dont elle avait besoin. Nous avons appris à quel point nous pouvions être forts. Nous avons aidé à changer le système pour d'autres familles. Nous avons découvert que la plupart des gens sont plus compatissants que nous ne le pensions. » Il prit la main de Sarah. « Et nous avons appris que notre mariage pouvait survivre au pire. Cela a de la valeur. » Sarah posa sa tête sur son épaule. « Nous ne sommes pas une famille parfaite. »« Non, » acquiesça Daniel. « Mais nous sommes une famille honnête maintenant. Et c'est mieux. » Par la fenêtre, la nuit de Chicago s'étendait, des millions de lumières, des millions de vies, des millions d'histoires de lutte, de survie et de seconde chance. La famille Martinez n'était qu'une histoire parmi tant d'autres.
Mais c'était la leur, et il s'était battu pour elle, dans tous les sens du terme. Pas parfaitement. Ni même légalement. Mais avec amour, ce qui, en fin de compte, était la seule chose qui comptait vraiment.